chose promise, chose due. On a beaucoup dépensé du côté de l'Élysée. Beaucoup dépensé. Eh oui, les cocktails, les voyages, les dîners, ça coûte. Ça coûte. Et la Cour des comptes, tapez sur les doigts. On voit tout ça avec Audrey Berthaud. Et puis, je vous fais réagir, évidemment. Vous allez en penser quoi, Audrey Berthaud? Ce sont des réceptions de plus en plus nombreuses, mais surtout de plus en plus coûteuses. La Cour des comptes alerte sur les dépenses de l'Élysée. En 2023, seconde année du mandat d'Emmanuel Macron, 171 réceptions ont été organisées contre 146 en 2019. Même augmentation pour le nombre d'invités qui a grimpé de 13% en un an. Les dépenses par convive ont-elles explosé de 20,5%. Au total, les 20 principaux cocktails organisés par Emmanuel Macron ont coûté 202 000 €. Les 2 dîners d'État pour la venue du Premier ministre indien et du roi Charles III ont respectivement coûté 412 000 et 474 000 €. Les remises de décoration ont quant à elles entraîné des frais de traiteur qui ont doublé en l'espace d'un an. En 2023, elles ont coûté 66 000 €. La Cour des comptes explique en partie ces hausses par l'inflation, mais aussi par d'importants travaux dans les grandes cuisines qui ont obligé l'Élysée à faire appel à des prestataires extérieurs. De son côté, l'Élysée se justifie en soulignant que malgré ces fortes contraintes, le budget 2023 est à l'équilibre. La présidence rappelle également que de nombreux pays organisent des événements équivalents lorsqu'ils reçoivent le chef d'État. Enfin, comme après chaque rapport, la présidence précise qu'elle tiendra compte des remarques de la Cour pour améliorer son organisation et ses dispositifs internes. Allez, avant d'ouvrir le débat, je vous propose d'écouter Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la citoyenneté et de la ville, qui était l'invitée ce matin de Florian Tardif dans le rendez-vous politique de CNews et d'Europe 1. Écoutez ce qu'elle elle défend quand même, l'Élysée. C'est pas surprenant en soi, mais elle défend. Et quand vous recevez beaucoup, quand vous vous déplacez beaucoup, regardez le contexte international. Le président a eu beaucoup à faire, par exemple, aux Outre-mer. Je pense que c'est trop facile de jeter l'opprobre vraiment sur telle ou telle dépense en oubliant tout ce que la France et tout ce que le président de la République a fait ces derniers mois et ces dernières années. C'est du plein temps pour le président de promouvoir la France. C'est du plein temps. Donc est-ce qu'on va aller chercher dans sa note de téléphone? Enfin, moi, ça me paraît toujours très curieux de venir l'attaquer sur des détails alors qu'on oublie tout ce qu'il fait de formidable. 15 milliards d'investissements en étant le pays le plus attractif d'Europe sur la dernière année. Je trouve ça formidable. Georges Fenech, ça vous inspire quoi ces dépenses de l'Élysée? C'est vrai que recevoir les grands de ce monde, ça coûte. Bien sûr. Ça coûte. Et c'est un budget, l'Élysée, je ne sais pas combien il y a de salariés, plusieurs centaines, je crois autour de 800. Vous avez des métiers, des tapissiers par exemple, des métiers dans l'Élysée, c'est vraiment une usine. Non, avant, moi je voudrais rappeler qu'avant 2008, il n'y avait quasiment aucun contrôle. C'est Nicolas Sarkozy qui a institué le contrôle devant la Cour des comptes pour plus de transparence, démocratie. Et donc depuis 2008... Trop de transparence tue la transparence. Oui, mais là, il avait besoin, parce qu'il y avait une grande opacité avant 2008 sur le budget. Et il y avait un député en particulier, je vais le citer, René Dosière, qui s'est spécialisé sur le budget de l'Élysée et qui a créé un observatoire, qui a écrit des ouvrages, député PS, et qui surveille ça de très très près, et qui a constaté effectivement en 2023 un dérapage du budget de l'Élysée, notamment en matière de dépenses de déplacement. Alors c'est vrai qu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup plus de déplacements, mais je voudrais dire par rapport à ce que dit Sabrina, en fait, chacun doit se tenir à son budget. L'Assemblée nationale a un budget, le Sénat a un budget, chacun doit faire avec son budget, essayer de s'y tenir. Là, on a un véritable dérapage, et donc à un moment où la France a plus de 3 000 milliards de dette publique, on est dans une situation compliquée, il faut aussi savoir donner l'exemple, même quand on est au château. Et moi, je me mets à la place des Français qui ont eu du mal à partir en vacances, à qui on leur demande de serrer tout simplement la ceinture. Évidemment, quand il y a cette forme de transparence, on peut comprendre un peu leur colère, je suppose, Mathieu Hocquin. Non, mais tout à fait. Emmanuel Macron est le seul président de la République où le pouvoir d'achat sur son premier quinquennat a baissé. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Français, en valeur, a baissé sur les 5 dernières années. Or, comment vous pouvez demander aux gens de faire des efforts, d'être davantage, d'en faire toujours plus avec toujours moins,
Comment vous pouvez en demander à vos services publics, aux Français, de se serrer la ceinture et vous-même, vous faites des dérapages qui sont considérables. Il faut que les pouvoirs politiques, et notamment le chef de l'État qui quand même incarne les institutions, soient exemplaires. Quand vous regardez, je souscris à ce qu'a dit Georges, quand vous regardez depuis 2008 les dépenses de l'Élysée, les dépenses de l'Élysée ont baissé sous Nicolas Sarkozy. Elles ont baissé de 2% entre 2008 et 2012. Elles ont baissé sous François Hollande entre 2012 et 2017. Emmanuel Macron, c'est le seul président où les dépenses ne baissent pas et le pouvoir d'achat des Français, qui du coup souffre à cause de l'impôt, le pouvoir d'achat des Français s'est érodé. Donc ça pose véritablement un problème d'exemplarité de la parole des pouvoirs publics et d'Emmanuel Macron, d'autant plus qu'après, on dit souvent, l'argument c'est les résultats à l'international. Mais quels sont les bons résultats à l'international d'Emmanuel Macron? Je pose la question. Avec quel pays nos relations sont meilleures aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2017. Les relations ne sont pas meilleures avec la Russie, les relations ne sont pas meilleures avec le Royaume-Uni, les relations avec les États-Unis ne sont pas très bonnes, il y a peut-être l'Inde éventuellement, le Canada, mais hormis ça, les relations avec le Maroc ou l'Algérie avec le Maroc, c'est un peu compliqué. Sont pas meilleures. Avec l'Afrique, vous avez raison, on est battu en brèche en Afrique. Les relations ne sont pas meilleures avec la Chine également. Donc, en gros, les cocktails, les dîners, etc., ça a servi à rien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Mathieu. Xavier Hofer. Oui, je voulais continuer sur l'international. On a, à l'heure actuelle, des positions qui sont complètement incompréhensibles. On a commencé la guerre Ukraine-Russie en faisant un grand sens de l'équilibre, en ménageant Poutine, en l'invitant dans le sud de la France, là, à Brégançon. Et après ça, on est maintenant dans un alignement tout aussi violent sur la position américaine. On a en Afrique, ce n'est pas la France, mais c'est la personnalité de Macron. J'étais l'an passé au Sénégal pour une grande conférence sur le blanchiment d'argent. Moi, ça allait, mais j'ai entendu des vertes et des pas mûres sur la personne du président qui était amèrement, à qui on reprochait amèrement de ne pas comprendre les Africains, de ne pas avoir de sympathie avec eux. Alors, où y va l'argent? Vous vous rendez compte? Et moi, je peux vous dire, j'ai pris quelques jours, 4-5 jours, je faisais sur la Côte d'Azur. Plusieurs commerçants m'ont dit, mais regardez, on n'a personne. Les Français sont partis. Ils sont partis en Grèce, mais ils ne sont pas chez nous. Parce que, évidemment, les Français se serrent la ceinture. Et ça, c'est un constat. J'étais sur un club de plage avec mes enfants. Il n'y avait personne. Quasiment personne. Et il me dit l'an dernier, à la même époque, son responsable me disait, il y avait du monde. Les gens ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Le constat est là. Parce qu'évidemment, les temps sont durs. Et ça se voit. Du temps du général de Gaulle, je crois que c'était Yvonne qui faisait attention aux repas à l'Élysée. Oui. Payaient de leur poche. Oui, ils payaient de leur poche. C'est vrai, vous avez raison de dire. Le général de Gaulle ne voulait pas. Ou alors leur essence, quand ils allaient pour un déplacement plutôt privé. Vous voyez. Ils payaient même les bonbons des enfants. Une autre éthique. Aujourd'hui, c'est l'argent magique. Mais dans un contexte de crise, c'est compliqué. Allez expliquer ça aux Français qui se serrent la ceinture. Compliqué. Les timbres pour les vœux de Nouvel An du général. Jacques Morel. Payés par lui. Jacques Morel. Tous ces exemples ne sont pas très encourageants pour les citoyens que nous sommes, d'ailleurs qui ne partent pas en vacances, donc on montre le bon exemple, comme quoi on ne peut pas dépenser. On a entendu il n'y a pas très longtemps que les dépenses de la ville de Paris avaient dérapé aussi complètement. Donc comment vouloir demander des efforts aux Français alors que les piliers de l'État et des collectivités... c'est plus difficile, Jacques Morel, vous avez raison. Oui. Aaron Barrio. Oui, ces chiffres sont quand même, au vu du budget global de l'État, symboliques. Mais les symboles sont importants. Ah oui, mais les symboles en période de crise, c'est important, vous le savez. Et quand les politiques ne règlent plus les problèmes, on se met à régler les politiques. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Ça a commencé sous Nicolas Sarkozy à son initiative, pour plus de transparence, et on peut trouver ça louable. Le problème, c'est que quand les politiques sont efficaces, on n'estime pas le coût de leur dîner, etc. C'est parce que Macron est relativement inefficace sur plein de domaines qu'on s'intéresse au coût de ces réceptions. Après, effectivement, c'est utile. Il faut recevoir des chefs d'État dans de bonnes conditions. Mais on voit surtout qu'Emmanuel Macron, il est plus en ce moment préoccupé par l'après. Et que quand il remet, par exemple, la Légion d'honneur à Jeff Bezos, c'est pas spécialement pour le rayonnement de la France, mais c'est plus lui pour son CV personnel, si on peut dire. C'est rien. Ça, oui, voilà. C'est une attaque qui n'engage que vous. Ouais, c'est une attaque qui n'engage que vous. Parce que là, c'est vrai, on voit beaucoup Emmanuel Macron avec les sportifs, etc. Oui,
Il est aussi dans là, ce c'est pour rôle. gagner Alors, du les temps, hein. mauvaises langues diront il est en période de communication, de reconquête, etc. Mais il est aussi dans son rôle. Et quand il reçoit certaines personnalités du monde des affaires, qu'il les décore, qu'il les invite à dîner sur le budget de l'État, c'est aussi parce que quand il sera plus président, il faudra qu'il donne des conférences à l'international. Ah, ça y est, Et ça y qu'il est. travaille son réseau. Il faudra bien qu'il gagne sa vie, parce qu'il est jeune encore, Emmanuel Macron. Le mec, il a une vie après. Exactement. Donc on peut dire Et puis, qu'il il n'est pas à la retraite tout de suite. on peut dire qu'il soigne sa vie d'après. Voilà. Bon. Mathieu, un dernier sujet. Je vous dis, c'est l'efficacité en réalité, il faut revenir dessus. Je pense que c'est effectivement très important d'inviter les chefs d'État, les chefs de gouvernement les plus importants du monde. Mais je repose encore une fois la question, quels sont les faits d'armes d'Emmanuel Macron en termes de politique étrangère? Même par exemple un pays comme le Liban aujourd'hui, qui est un pays historiquement allié de la France et historiquement ami, avec des liens culturels, linguistiques très forts. Créé par la France. Aujourd'hui, on a des relations qui sont très mauvaises avec le Liban. Macron était allé faire de l'ingérence. Oui, il avait effectivement après l'incendie au port de Beyrouth. Et effectivement, ça pose quand même la question de l'argent, comment est-il utilisé et surtout à quelle fin. Si par cas les résultats en termes de politique étrangère étaient bons, oui, ça pourrait marcher. Mais il faut le rappeler, c'est le seul président où les dépenses de l'Élysée n'ont pas baissé. Xavier Hofer, un dernier mot sur le sujet? Je le vois, le président Macron, là, en train de serrer M. Modi dans ses bras. Je veux dire, pour un hindou, la caste de M. Modi, c'est épouvantable. Et je veux dire, on se tient à distance. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui mange des steaks et qui va serrer un hindou dans ses bras, c'est horrible. Et très tactile. Oui. Non, mais il pourrait se renseigner d'abord. Erwan Barrio. Et il faut faire très attention aux symboles, puisque la Révolution française avait été déclenchée par une histoire de ce type qui était le collier de la reine, donc une affaire un petit peu financière de ce type. Et donc là, pour l'instant, c'est juste des montants qui sont un petit peu abstraits. Les gens, quand on parle en millions, etc., ils ne comprennent pas. Par contre, il suffit qu'il y ait un homard qui se balade un jour dans un de ces dîners, et là, cristalliser la colère vous faites populaire. référence à d'anciens présidents de l'Assemblée nationale. Exactement. D'ailleurs, c'était Langouste ou Omar. Je crois qu'il y a eu une confusion, d'ailleurs, si ma mémoire ne fait pas défaut. Je ne suis pas un spécialiste, mais il suffit qu'il y ait une assiette un petit peu trop de valeur ou autre chose pour que ça se cristallise sur un objet. Erwan Barrio, là, à Omar, il y a des pinces. Il y a des pinces, et la langouste, il n'y a pas de pinces. Ah bah merci pour ce petit Je cours. dis ça, voilà. On voit qu'il a l'habitude de manger ça. Ouais, c'est... Au moment où les Français sont en vacances, ils nous parlent d'une révolution qui est en train de poindre. Je dis que le symbole peut être un élément déclencheur de mouvements sociaux. J'espère que vous vous trompez, Erwan. Mais moi, je ne suis pas là pour souhaiter quoi que ce soit. Je mets en garde simplement le chef de l'État. Bon.